Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien profité des interventions de la matinée, que vous avez pu aller à la rencontre des conseillers sur les stands. Quant à moi, je vais vous présenter les actions de la JD, ses projets et quelques nouvelles données autour du diabète de type 1. J'aime rappeler le modèle et notre organisation, un modèle de démocratie sanitaire et une association qui est composée d'une assemblée générale, donc de ses adhérents. Je vous invite à adhérer pour participer aux décisions de notre association. Il est constitué évidemment d'un conseil d'administration et de façon plus originale pour une association telle que la nôtre, de 4 conseils, un conseil éducatif et médical, un conseil scientifique, un conseil des familles et plus récemment un conseil des jeunes adultes d'été1. À côté de cette organisation administrative, tout un réseau acteurs de la prise en charge du diabète de type 1, à savoir des hôpitaux avec des services de pédiatrie diabétologique et des professionnels de santé plus largement. Et puis de l'autre côté, les enfants, les patients, les familles qui sont sur le territoire et qui peuvent être regroupés en associations de familles locales pour répondre aux différents besoins et mettre en œuvre la politique définie par le conseil d'administration, une vingtaine de sièges salariés permanents au siège et à Gouville-sur-Mer, et puis évidemment les salariés temporaires des séjours SSR qui sont recrutés pour cette activité. Évidemment, on ne travaille pas contre nous et on va avoir des interactions avec les agences régionales de santé, la Haute Autorité de Santé et Jeunesse et Sport, la DRAGES, plutôt en lien avec notre activité SSR, mais pas que, en lien également avec les sociétés savantes autour du diabète, que sont la SFEDP, la Société française d'endocrinologie et de diabétologie pédiatrique, et la Société francophone du diabète, des universités en lien plutôt avec la recherche, mais également les fabricants de matériel de traitement, d'insuline, les prestataires à domicile, et puis l'ensemble de la communauté des créateurs de contenu qui gravitent autour du diabète de type 1. Et donc, c'est donc cette organisation et ce travail collaboratif qui va permettre de répondre au mieux aux besoins de chacun. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail de nos conseils, le premier, le conseil éducatif et médical, c'est un organe de réflexion et de production de recommandations. Il est composé de soignants et de parents. Il coordonne les commissions pédagogiques, donc il est une commission regroupant là encore des soignants, des parents, qui a pour objectif de créer des recommandations, des publications, et vous avez ici à droite les publications de 2022 et de 2023 qui vont aider à la prise en charge du diabète de type 1 au travers de témoignages, de recommandations internationales sur la prise en charge, les objectifs, etc. et puis des conseils. Donc, c'est le conseil éducatif et médical qui va orienter et valider ces dossiers. Il coordonne également les actions de formation des professionnels de santé, je vous en parlerai tout à l'heure. Il est force de proposition auprès du CA sur tout ce qui est prise en charge médicale. Concernant les formations, l'objectif c'est de faire monter en compétence les équipes hospitalières. Vous savez qu'il y a parfois des turnovers dans les équipes et donc il est important d'avoir une formation continue, harmoniser les pratiques sur le territoire pour que chacun d'entre vous ait accès à une prise en charge de qualité. Et donc si on fait un petit zoom sur les formations 2022 et 2023, ce sont 20 sessions qui ont eu lieu, donc organisées par la JD, le plus souvent au siège mais ou en région, 384 soignants qui ont été formés, dont 279 pour la boucle fermée. Et effectivement, depuis 2022, cette organisation a été mise en place en lien avec les nouvelles modalités de traitement. Et donc, vous voyez des évaluations qui sont extrêmement positives. Le conseil scientifique, quant à lui, est composé de chercheurs et d'un parent. Il va coordonner l'appel à projet pour la recherche qui est financé par les dons dédiés, donc les dons des familles. Et donc, vous voyez là sur la droite les 5 projets qui ont été financés en 2022 et 2023 à partir de ces dons. Le conseil scientifique organise également la réunion scientifique de la JD dans le cadre du congrès de la Société francophone du diabète, avec pour objectif d'échanger entre les pédiatres et les diabétologues d'adultes sur ce parcours de soins de l'enfant qui va grandir. Et le CS représente l'association dans d'autres structures ou des groupes de travail spécifiques et il est également force de proposition auprès du CA.
Le conseil des familles, il est composé exclusivement de parents d'enfants DT1 qui sont également membres d'une association de familles sur le territoire. Il les représente au niveau donc national. Il va exprimer leurs attentes auprès du conseil d'administration. Alors comment il va chercher ces attentes? Au travers de questionnaires ciblés et au travers spécifiquement d'ateliers qui ont lieu lors du séminaire annuel des associations de familles qui aura lieu le week-end prochain. Il est force de proposition pour répondre à ces besoins et de ce fait, il va co-construire avec les autres conseils ou avec le siège des projets, des outils répondant à ces besoins identifiés au préalable. Alors, quelques exemples là de projets ou d'outils, la construction d'un guide d'aide sociale, quelles sont les aides auxquelles on a droit quand on est parent d'enfants DT1 ou qu'on a soi-même un DT1, des outils d'aide à l'accompagnement des situations dans le milieu scolaire ou périscolaire. Il intervient également dans la validation de messages de campagne et il participe à des groupes de réflexion qui peuvent avoir lieu autour de la prise en charge du diabète de type 1. Donc le petit dernier, le Conseil des jeunes adultes DT1, c'est un organe de réflexion et d'accompagnement. Il est composé de jeunes adultes âgés entre 17 et 30 ans. Et donc ce conseil, c'est vraiment les jeunes qui sont venus taper à la porte du conseil d'administration en disant qu'on a envie aussi d'être présent auprès des autres conseils. Alors les jeunes DT1 ont toujours été présents à la JD dans les instances et entre autres dans le conseil d'administration. Notre trésorier, par exemple, est un jeune DT1. Et ce conseil, donc, il a pour mission d'accompagner les jeunes DT1 dans cette phase de transition avec des actions spécifiques pour répondre à leurs besoins. Donc, il a pour objectif de comprendre quels sont les besoins, quelle est la vie d'un jeune DT1 aujourd'hui, de les accompagner, les représenter dans les différentes conseils ou instances. À ce jour, 2 projets, la reprise de l'organisation de séjours jeunes adultes, il y avait une expérience dans les années 2013-2014 et un séjour a eu lieu en 2023, et puis des lives qui permettent d'échanger, de partager des témoignages, éventuellement des conseils sur des thématiques. Et comme pour le conseil des familles, je vous invite à les rencontrer sur leur stand respectif. Et ce soir à 17h30, il y aura un live de ce conseil. Un de nos objectifs à la JD, c'est d'aider à faire grandir les enfants et les jeunes adultes, on l'a vu, et ça passe entre autres par l'organisation de séjours SSR dans différents centres que vous voyez ici sur cette diapositive. En 2023, ce sont 1117 jeunes qui ont pu participer à un séjour, dont 68 avec leur famille dans le cadre des séjours parents-enfants. Alors, on dit parents-enfants, mais ça peut être un grand-parent qui participe. Près de 20 000 journées ont ainsi été organisées en 2023. On a eu hélas 10 départs anticipés, mais moins qu'en 2026, souvent parce que l'adaptation à la collectivité, la séparation avec la famille est difficile, et puis 26 annulations après affectation. Pour accompagner tous ces jeunes, ce sont 457 contrats qui ont été signés avec du personnel temporaire extrêmement engagé, 53% de on appelle de pédagogique, à savoir des directeurs d'activités et des animateurs, 34% de médecins et d'étudiants en médecine et 13% d'infirmiers et infirmières. Et on peut voir au travers de ce chiffre de 55% d'anciens qu'il y a une fidélisation de l'ensemble. Et je profite de cette présentation pour les remercier pour leur investissement. Alors, quelques chiffres de l'année 2023, même si les analyses ne sont pas finalisées. On envoie à chaque famille un questionnaire pour l'enfant et pour les parents. Et donc, on a ici les premières évaluations avec 92% des enfants sur l'ensemble de l'année, donc ça représente entre 400 et 500 réponses, qui disent se sentir plus autonomes dans la prise en charge de son diabète après le séjour. 90% des enfants ont un avis positif sur l'éducation thérapeutique qui est proposée pendant ces séjours. 90% des enfants et 91% des parents considèrent que ce séjour a été utile pour mieux s'occuper du DT1. 95% des parents confirment que ce séjour a aidé son enfant à mieux vivre avec le DT1. Et puis on peut voir des chiffres un peu inférieurs sur l'alimentation et l'hébergement, mais vous savez que c'est difficile en collectivité de répondre aux goûts et aux envies de chacun. Vous voyez ici sur la droite les messages, les verbatims qui ressortent de ces questionnaires avec
l'épanouissement, les apprentissages, les rencontres, les amitiés, l'oubli de la différence, la bienveillance, la réassurance, aussi côté parents, le fait d'avoir une période de répit, et puis pour les enfants, se sentir comme les autres, et plutôt pour les adolescents, décompresser de la charge quotidienne de cette maladie. Alors, comme tous les établissements de santé, les séjours de l'AJD sont soumis à la certification par la Haute Autorité de Santé. La dernière certification nous avait permis d'avoir une note extrêmement positive, et la prochaine certification aura lieu en 2025. C'était prévu initialement en 2024, mais il y a eu un report lié à la Haute Autorité de Santé. Et puis, comme vous le savez, hélas, nous n'arrivons pas à répondre à toutes les demandes parce qu'il y a eu très peu d'évolution dans le nombre de places disponibles depuis de nombreuses années. Or, il y a peut-être une piste, en effet, l'activité SSR, hein, donc à l'échelle nationale, donc les soins de suite et de réadaptation évoluent vers une activité SMR. Et une étude est en cours avec les agences régionales de santé avec lesquelles on travaille et la direction générale de l'offre et de soins, pour savoir où se situe notre activité, qui est assez originale, entre autres de par son aspect temporaire. Et si ça allait dans le bon sens, il y aurait un éventuel impact sur les financements et sur la possibilité d'augmenter le nombre de séjours. Donc on espère avoir des nouvelles d'ici la fin d'année ou début d'année prochaine. Au travers justement de la certification, la Haute Autorité de Santé publie très régulièrement pour tous les établissements des indicateurs de qualité et de sécurité de soins, donc ils sont accessibles pour tous. Hein, quand on a envie d'aller dans un hôpital, on peut regarder quel est le niveau de ces indicateurs, et donc on peut voir ici les indicateurs de l'AJD avec 100% pour le projet de soins et le projet de vie pour lequel on est très attentif. Un de nos objectifs, c'est également d'aider les enfants à partager des moments en famille dans les meilleures conditions possibles. Et on sait que confier son enfant DT1, surtout les premières années après le diagnostic, n'est pas simple. Trouver des familles, des ressources familiales, amicales qui sont prêtes à accueillir un enfant DT1, c'est pas toujours facile. Il y a un besoin de connaissances, de compétences minimum. Il y a un besoin que ces personnes qui accueillent soient rassurées dans les gestes. Il y a besoin de rassurer les parents, de s'adapter à la technologie, aux nouvelles technologies liées au traitement, et en même temps la nécessité pour l'enfant de vivre les mêmes expériences que la fratrie, les cousins. Et c'est dans ce contexte que nous avons mis en place une première expérience de formation à destination des grands-parents. Ce sont 16 grands-parents qui ont bénéficié de 2 sessions de 4 jours en 2023 à Gouville-sur-Mer, avec un programme vraiment adapté à chacun. Chaque grand-parent était interrogé sur les modalités de traitement de son petit enfant, et ce qui a permis de cibler et de personnaliser la formation, et avec des retours très positifs. Vous êtes très nombreux à vouloir des données. Effectivement, il n'y a pas de registre national en France. On travaille cependant avec Santé publique France depuis plusieurs années pour tenter d'avoir des informations sur l'incidence et la prévalence du diabète de type 1. Et tout récemment, ça vient de sortir, la Santé publique France a mis en place sur sa plateforme Géode les données actualisée du nombre d'enfants de moins de 20 ans qui ont un diabète traité par insuline. Donc les algorithmes des données médico-économiques ne permettent pas de savoir si c'est un diabète de type 1 ou un diabète de type E ou un autre diabète, mais par contre on a l'information traitée par insuline, et on sait que chez les moins de 20 ans, la grande majorité de ces personnes ont un diabète de type 1. Donc on peut voir au travers de ces données qu'il y a aujourd'hui, qu'il y avait en 2022 30 655 personnes de moins de 20 ans traitées par l'insuline, donc majoritairement un diabète de type 1 avec des différences régionales, alors qu'on peut voir de façon plus détaillée ici, alors qui sont liées à la population. Là on est en prévalence, on n'est pas en incidence, et donc avec plus de 6000 personnes ayant un diabète traité par insuline de moins de 20 ans en Île-de-France, par exemple, et moins de 400 sur l'île de la Réunion. Donc ces données, elles sont accessibles sur la plateforme Géode, que je vous invite à aller découvrir. On peut également avoir accès à l'évolution de la prévalence, donc par exemple ici entre 2012 et 2022, où on peut observer qu'il y a plus de 10 000 nouveaux cas en 10 ans.
Alors, comment expliquer ces évolutions? Grande question. Un rapport vient d'être publié par Santé publique France autour des facteurs de risque qui sont suspectés d'avoir un lien avec la survenue du diabète de type 1 en France. Alors, on ne va pas lire dans le détail, mais vous avez ici l'ensemble des facteurs de risque qui ont été suspectés à un moment donné d'être en lien avec la survenue d'un DT1 chez l'enfant, donc des facteurs génétiques, des infections virales, etc. Donc certains de ces facteurs de risque ont été identifiés comme n'ayant pas un risque très, très lié à la survenue du DT1, d'autres sont plus ou moins évalués. Santé publique France a décidé de se concentrer sur des facteurs environnementaux avec une analyse de la répartition spatiale en France et l'évolution temporaire des nouveaux cas de diabète et l'analyse des facteurs associés. Donc il y a eu plusieurs étapes, l'identification des cas de DT1. Alors on avait déjà des données d'incidence sur différentes périodes, dont la période allant jusqu'à 2017. Donc toutes ces données ont été renforcées. Puis il y a une revue des polluants environnementaux naturels ou anthropiques qui sont susceptibles d'être liés à la survenue du diabète de type 1, donc les polluants atmosphériques, les perfluorés, les pesticides, les contaminants de l'eau de boisson, etc. Puis une étude des liens à l'échelle du canton entre l'incidence du DT1 et ces indicateurs identifiés. Alors, qu'est-ce que donne cette étude? Donc, il y a eu dans un premier temps donc on avait des données à l'échelle régionale et départementale. Là, on va plus loin avec l'échelle cantonale. On savait qu'il y avait des différences régionales et départementales. On voit que même à l'intérieur d'un département, il y a une hétérogénéité à l'échelle cantonale avec un risque significativement plus élevé de développer un diabète de type 1 dans certains cantons, à savoir plutôt au nord, au nord-est et puis au sud-est. Donc là, c'est représenté en termes de risque relatif et ici en termes de probabilité. Hein, donc ces deux cartes sont superposables et on voit les zones à densité plus importante. Donc, que montre cette étude donc, qui a été basée sur l'analyse de 16 683 nouveaux cas de DT1 entre 2010 et 2017. Elle met en avant différents résultats qui sont cohérents avec d'autres études. Donc, l'augmentation d'environ 4% par an, ça on savait et c'est confirmé. Une répartition hétérogène des cas sur le territoire. Une forte corrélation entre les différents niveaux cantonaux d'exposition à des polluants chimiques de l'environnement. À l'échelle du territoire, une association positive entre le taux d'incidence DT1 des cantons, leur niveau de polluants atmosphériques, avec une relation la plus importante, on va dire, observée avec le NO2, et d'autres indicateurs du niveau de désavantage social ou d'urbanisation du canton. Donc ce sont les premières données vraiment qui viennent d'être publiées. Nous allons sur nos réseaux et vous retrouverez sur le site internet de la JD le rapport, donc un long rapport et une synthèse. Donc cette première étude en France permet de mieux connaître les caractéristiques environnementales associées aux zones de surincidence du diabète de type 1, donc chez les enfants, on est bien chez les moins de 14 ans, avec des hypothèses qu'il va falloir renforcer, éventuellement mettre en place des actions de prévention. Devant cette augmentation, il est d'autant plus important de parler du diabète de type 1 avec des actions qui sont menées régulièrement par la JD, en collaboration avec nos partenaires sous forme d'événements, de campagnes ciblées, des actions sur le territoire, des associations de familles ou des familles qui vont solliciter les médias, qui vont organiser des événements tels que des courses, des marathons, la diffusion du film Les Merveilleuses et bientôt Parenthèse, un film de Jordan qui a été tourné sur un de nos séjours parents-enfants. Le partage et les collaborations avec des créateurs de contenu sur les réseaux et puis des initiatives internes. Nous avons décidé pour la Journée mondiale du diabète d'orienter notre communication autour du diagnostic du diabète de type 1.
Alors pourquoi cette orientation? À la JD, on a un observatoire depuis 2010 qui analyse le parcours patient depuis les premiers signes jusqu'à la mise sous insuline, avec chaque année entre 1300 et 2050 nouveaux cas de DT1 qui sont analysés. Nous avons réalisé des campagnes ciblées qui ont montré leur efficacité avec une diminution significative du taux d'acidocétose et d'acidocétose sévère. Vous voyez ici sur ce graphe l'évolution du taux d'acidocétose sévère depuis 2010 et on voit quand il y a eu des campagnes, par exemple 2011-2012, autour de 2016-2017, autour de 2019, qu'on a vu une évolution de ce taux d'acidocétose sévère. Cependant, on arrive à un constat là sur ces dernières années. Alors, je n'ai pas les données de l'année 2023 parce que l'année n'est pas terminée, mais les premières analyses montrent un taux très élevé de 45% d'acidocétose et de 18% d'acidocétose sévère. Cependant, ce qu'il est important à noter, c'est que les parents sont de plus en plus informés. Dans le cadre de l'analyse de cet observatoire, on est capable d'identifier le parcours des parents avant le diagnostic et on peut observer que en 2010, 31% des familles avaient pris l'initiative de ce diagnostic d'aller à l'hôpital, alors qu'en 2022, ils sont 44%. On peut donc en conclure que les différentes campagnes répétées, même si elles n'ont pas l'effet espéré, ont un impact quand même sur la connaissance des signes, mais il est nécessaire de continuer. Il est nécessaire de continuer parce que des enfants trop nombreux arrivent dans une situation critique à l'hôpital chaque année. C'est 3% d'enfants qui arrivent en état de coma, soit environ 100 enfants chaque année. Il y a par ailleurs des études qui montrent l'importance de la présence des cellules bêta résiduelles au moment de la mise en place du traitement, car c'est un facteur de meilleur équilibre glycémique à long terme. Et enfin, vous l'avez vu dans la communication de Roberto Malone, des perspectives de traitement pour retarder la destruction des cellules bêta, avec donc la nécessité soit d'identifier les personnes à risque, soit d'un diagnostic le plus tôt possible. D'où notre communication autour des diagnostics du diabète de type 1 et des collaborations. Alors je vous donne quelques exemples, une collaboration avec Doctum pour la communication autour de ces signes, et puis une collaboration avec un journaliste sur les réseaux, Hugo Décrypte, qui a une visibilité très importante. On a pu avoir une publication et une vidéo qui a atteint aujourd'hui 193 000 vues et qui a permis d'augmenter aussi le nombre de personnes sur nos différents réseaux sociaux, dont Instagram. Et les projets pour demain, alors quand je dis demain, c'est vraiment demain, en tout cas dans les jours qui viennent. On est très heureux de sortir le nouveau site internet de la JD. C'était un projet qui a mis un petit peu de temps à aboutir, mais ça arrive dans les prochains jours. Donc ce site, il va permettre d'avoir accès à des données, alors sur la prise en charge du DT1, sur des données épidémiologiques également. Vous êtes aussi assez nombreux à demander d'avoir accès à des données et également une boutique en ligne et un accès direct avec toutes les informations autour des séjours de la JD. Donc un petit aperçu donc du site qui se construit de cette manière avec beaucoup de données, des données par exemple sur l'épidémiologie, on en a parlé tout à l'heure, vous retrouverez toutes les données que j'ai pu citer sur ce site, un accès à la boutique en ligne où vous allez enfin pouvoir vous abonner à la revue trimestrielle, adhérer, faire votre don, vous inscrire à des événements, acheter les publications au travers de ce site internet. Autre projet à venir, donc plutôt pour 2024, un axe de travail donc on poursuit autour de la scolarité. Vous avez peut-être vu passer dans nos différentes communications, nous avons relancé une analyse sur les conditions d'accueil des enfants dans le milieu scolaire. Donc on va finir cette analyse, la comparer aux données de 2017, qui va nous permettre d'avoir des axes d'action pour renforcer, si nécessaire, les actions politiques.
Tout un projet est en cours avec le Conseil des familles et initié par celui-ci sur la création d'outils ciblés pour les acteurs du milieu scolaire avec des capsules vidéo et puis l'organisation d'un congrès diabète et école avec la médecine scolaire, les infirmières scolaires qui est coordonné avec la SOFMEN et qui aura lieu le 16 mai 2024. On va évidemment poursuivre notre travail d'amélioration continue de la qualité de nos séjours, entre autres en lien avec la HAS, développer les formations grands-parents et pourquoi pas aidants, donc les oncles, les tantes, les familles d'accueil, et puis éditer toujours plus de documents de référence avec tout le travail du conseil éducatif et médical. On va poursuivre notre travail sur le diagnostic avec, entre autres, la participation à des groupes de travail de recommandation sur le dépistage du risque du DT1, un groupe qui a déjà commencé avec notre conseil scientifique et Nadine Hofmeister, entre autres, qui y participent. Poursuivre la communication grand public sur les signes. L'objectif, c'est vraiment qu'il n'y ait plus. Alors, il y aura toujours des acidocétoses, mais limiter l'acidocétose sévère et faire disparaître les comas au moment du diagnostic, et puis poursuivre les collaborations avec Santé publique France. Concernant la formation, poursuivre les formations des soignants sur le territoire, développer de nouvelles modalités de formation avec du e-learning, et puis poursuivre nos interactions avec la diabétologie adulte, entre autres au travers de notre événement de réunion scientifique. Et puis enfin, sur le sujet de la recherche, la JD a bénéficié récemment d'un legs important qui va permettre de financer des programmes de recherche autour du DT1 fondamental clinique. Tout un travail du conseil scientifique est en cours à ce sujet, de financer des tests de sciences de jeunes pédiatres diabétologues. Et vous avez peut-être vu la présentation de Gaël Vermillac ce matin, qui est pédiatre diabétologue à l'hôpital Necker et qui va bénéficier de ce financement pour sa thèse de sciences et puis continuer à accompagner les équipes hospitalières dans ce domaine. Notre objectif, c'est de poursuivre notre engagement à vos côtés, de répondre autant que possible à vos besoins. Je vous souhaite une bonne fin de réunion virtuelle avec l'AJD. N'hésitez pas à aller voir les partenaires, que je remercie aussi pour leur soutien dans l'organisation de cet événement, mais aussi dans d'autres projets, et puis la communauté, les différents conseils. Très bonne fin de journée.